Bonjour et merci à tous ceux qui vont écouter cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Laper Camille, je suis interne de médecine générale à la faculté de Montpellier-Nîmes et je fais actuellement mon travail de thèse sous la direction de François Carbonel, maître de conférence des universités, lui aussi à la faculté de Montpellier-Nîmes. La vidéo que vous allez voir a pour but, en fin de compte, de reprendre la présentation que je fais habituellement auprès de médecins généralistes en présentiel. Je fais cette présentation dans des cabinets de médecine générale ou des maisons de santé pluriprofessionnelles. Ce travail s'intègre dans le cadre de ma thèse qui s'intitule Études pilotes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, les GES, en diminuant la prescription d'aérosols doseurs à liquide pressurisé en soins primaires en Occitanie-Est. La présentation que je vais faire dure normalement 30 minutes, mais je vais ici reprendre en 2-3 minutes vraiment les informations clés à retenir. Premier point, le bilan carbone des différents dispositifs. Les dispositifs de type poudre polluent entre 15 et 30 fois moins que les dispositifs de type spray. Les respimates, qui sont un autre type de dispositif, polluent entre 10 et 20 fois moins que les sprays. Le bilan carbone des sprays provient en grande partie du gaz qu'ils utilisent pour propulser le médicament, qui s'appelle l'HFA, les hydrofluoroalcanes. Dans un traitement à la demande ou traitement de secours à prescrire chez un patient asthmatique ou BPCO, il faut maintenant prescrire le plus possible des poudres. Il y a deux dispositifs de type poudre commercialisés en France, c'est le Ventilastin Novolyseur et le Bricanyl Turboiler. Les deux dispositifs qu'il faudra éviter de prescrire, c'est la Ventoline Evoiler et l'Aéromir Autoiler. Enfin, j'explique ici très rapidement les nouvelles recommandations du GINA 2023, le groupe d'experts qui crée les recommandations de la prise en charge de l'asthme à l'international. Pour les patients asthmatiques de palier 1 à 2, donc faiblement symptomatiques, on peut utiliser la stratégie anti-inflammatory reliever, c'est-à-dire que le patient va pouvoir utiliser un traitement associant un corticoïde et du formoterol. Il va pouvoir utiliser son dispositif à la demande, de la même façon qu'il aurait utilisé une ventoline à la demande. C'est uniquement pour le formoterol, car c'est un bronchodilatateur de longue durée d'action qui soulage aussi rapidement le patient que la ventoline. Pour les patients asthmatiques plus sévères, donc de palier 3 à 5, on va pouvoir utiliser l'acronyme MART, Maintenance and Reliever Therapy. C'est-à-dire que le patient va pouvoir utiliser son inhalateur contenant un corticoïde et du formoterol comme traitement de fond, matin et soir, et traitement à la demande. En cas de symptômes plus importants, il lui suffira de majorer le nombre de bouffées à prendre par jour, le maximum étant de 8. Les 4 dispositifs qui sont commercialisés en France associant un corticoïde et du formoterol, c'est l'Innover Nexhaler, le Dioroid Firomax, le Symbicort Tubuhaler, le Jibiter Easyhaler. Ces stratégies ont aussi montré une réduction des 42% des émissions de CO2 dans le traitement de l'asthme et de la BPCO. Nous allons maintenant passer à la présentation que je fais habituellement chez les médecins généralistes au sein de leur cabinet ou au sein de leur maison de santé pluriprofessionnelle. Donc, cette présentation se découlera en 3 parties. Première partie est réchauffement climatique, les causes, les conséquences. Deuxième partie, les dispositifs d'inhalation avec leur efficacité clinique et leur bilan carbone. Troisième partie, en pratique, quoi prescrire et pour quel patient, que ce soit dans l'asthme ou dans la BPCO, il y a énormément de dispositifs et parfois, c'est pas facile de savoir lequel il faut prescrire. Le réchauffement climatique, on sait à quoi c'est dû. C'est dû aux fameux gaz à effet de serre. Ces gaz ont la particularité de venir faire une cloche autour de la Terre. Les rayons lumineux rentrent dans cette cloche, sont réverbérés à la surface du sol et se retrouvent bloqués, ils ne peuvent pas sortir. C'est ça qui augmente la température terrestre. Les gaz à effet de serre, il y en a plein. Et donc, pour les comparer entre eux, on a créé une unité qui s'appelle le PRG, le pouvoir de réchauffement global. Cette unité englobe 2 paramètres, l'indice de réfractibilité des rayons infrarouges par le gaz et la demi-vie d'élimination du gaz dans l'atmosphère. L'unité de base de ce PRG, c'est le dioxyde de carbone. Donc 1 kg de dioxyde de carbone a un PRG de 1. Il y a d'autres gaz, on voit par exemple ici que le méthane a un PRG de 28 et un autre gaz plus connu en médecine, le protoxyde d'azote, a un PRG, lui, de 298. Les gaz qui vont nous intéresser, c'est les gaz à effet de serre médicaux, ceux qu'on retrouve dans les dispositifs d'inhalation. Il y en a 3. Il y a l'HFA 134A, qui a un PRG de 1300, et l'HFA 227EA, qui a un PRG de 3350.
Autrement dit, ces gaz polluent entre 1300 et 3350 fois plus qu'un kilo de CO2. J'ai mis le dernier, la GFA 152A, qui lui a un PRG de 138, donc il pollue beaucoup moins. Par contre, il n'est pas encore commercialisé et il devrait arriver dans les premiers dispositifs d'inhalation d'ici 2025, voire plutôt 2030. Les émissions de CO2 du secteur de la santé, ça c'est quelque chose qui m'a donné envie de faire ce travail de thèse. On voit ici que le premier poste d'émission de CO2 dans le secteur de la santé, c'est les médicaments. Cela représente un tiers des émissions du secteur de la santé. C'est la création, le transport et l'utilisation des médicaments. Maintenant, les grandes causes du réchauffement climatique. Ça, c'est un graphique qui a été publié en 2020 par le GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cumulé toutes les émissions de CO2 qui ont été rejetées dans l'atmosphère depuis la révolution industrielle. Donc, on commence ici en 1850, on additionne toutes les émissions de CO2 qui ont été émises dans l'atmosphère jusqu'en 2020. Et on voit qu'en 2020, on a émis 2500 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère. Ces 2500 gigatonnes de CO2 ont pour conséquence d'augmenter la température de la planète entre plus 1 et plus 1,5 degrés. Si on veut tenir le cap des plus 2 degrés, qui est le seuil qui a été fixé par les accords de Paris 2017, il ne faut pas que l'on émette dans l'atmosphère plus de 3000 gigatonnes. Or, on voit qu'on a déjà émis 2500 gigatonnes. Autrement dit, on a déjà émis 85% des émissions qui nous étaient permises. Actuellement, les émissions planétaires sont de plus 50 gigas par an. Donc, en 10 ans, si on continue à ce rythme, on aura déjà atteint les 3000 gigatonnes et donc on aura déjà un réchauffement planétaire à plus de degrés. Les conséquences de ce réchauffement climatique. Bon, en fin de compte, est-ce que c'est grave? Plus de degrés. Eh bien, le GIEC nous dit qu'avec plus de degrés, les vagues de chaleur que l'on a connues cet été sont 14 fois plus fréquentes, les coraux tropicaux ont disparu de la surface de la planète et la moitié des forêts françaises seront parties en fumée. Une autre façon de se le représenter, c'est de voir l'Europe il y a 20 000 ans. Il y a 20 000 ans, il y a eu des changements climatiques dans l'Europe qui n'ont rien à voir avec l'humain, mais qui ont entraîné une élévation de la température de plus 5 degrés. Cette transformation s'est faite extrêmement lentement. Globalement, il y a eu plus 1 degré par millénaire. Ce réchauffement s'est fait sur 5000 ans et ça a complètement changé l'Europe. Avant, il y avait une couche de glace de 3 km d'épaisseur. On pouvait aller en Angleterre à pied parce que la Manche était abaissée de 120 mètres. L'air était sec, froid et globalement, c'était très compliqué de faire de l'agriculture. Et c'est pour ça que la population européenne était de 100 000 habitants. La température s'est progressivement réchauffée au cours des 5000 ans. Ça a complètement changé le climat européen. Ça a permis la naissance de l'agriculture, l'apparition des villes et s'en est suivi l'explosion démographique. Actuellement, le réchauffement planétaire qu'on va avoir est beaucoup, beaucoup plus rapide. Ça va pas être plus 1 degré par millénaire. Ça va plutôt être entre plus 1 et plus 5 degrés en un siècle. Donc cela va vraiment créer une tension sur nos ressources sans commune mesure avec ce qu'on a pu connaître par le passé. Une fois qu'on a dit ça, on va voir comment nous, en tant que médecins, on peut avoir un impact positif sur le réchauffement climatique. Dans les maladies respiratoires chroniques qui sont principalement représentées par l'asthme et la BPCO, il y a 3 types d'inhalateurs. Les aérosols doseurs de type liquide pressurisé, on les appellera les sprays. Les aérosols doseurs de poudre sèche, on les appellera les poudres. Et les aérosols doseurs de type soft mist, on les appellera les respimat, parce qu'en fin de compte, il n'y a que respimat qui les commercialise. Bilan carbone des différents dispositifs. Bon, ça a été mis en avant dans plusieurs études maintenant. Un poudre pollue entre 15 et 30 fois moins qu'un spray, et un respimat pollue entre 10 et 20 fois moins qu'un spray. La grande majorité de ce bilan carbone ne provient pas des composants du dispositif, qui sont majoritairement du plastique et un peu de métaux, mais de ces fameux gaz, les gaz propulseurs, les HFA, qui ont, on l'a vu, un pouvoir de réchauffement global extrêmement important, 1000 à 3000 fois plus important qu'un kilo de CO2. Réaliser un changement de dispositif, un dispositif qui pollue à un dispositif qui ne pollue pas, permet de réaliser une économie de CO2 d'environ 200 kg de CO2 par an par patient. Alors, à quoi est-ce que ça correspond? Eh bien, en fin de compte, c'est quand même loin d'être négligeable. Ça fait un aller Montpellier-Paris en voiture. Ça représente 100 allers-retours en train. Sinon, une autre façon de se le représenter, c'est comme si on devenait végétarien. Ça, c'est un travail qui a été fait par des Canadiens
Il y a de plus en plus de travaux là-dessus qui apparaissent dans la littérature. Ce travail a été traduit en français par une autre équipe, et donc 100 doses de liquide pressurisé, donc environ un flacon, correspond à 300 km en voiture. Efficacité clinique des différents dispositifs, on va quand même pas faire n'importe quoi. Donc, dans le traitement de fond, poudre versus spray, 2005, grosse dernière méta-analyse qui compare 25 articles qui conclut qu'il n'y a aucune différence significative entre l'utilisation d'un spray ou d'une poudre dans le traitement de fond, que ce soit chez les patients asthmatiques adultes, chez les patients asthmatiques enfants ou chez les patients BPCO. Traitement d'exacerbation, plus compliqué d'avoir des belles études, mais globalement en 2014, une review de 25 articles c'est que les poudres étaient aussi performants que les sprays, voire même la nébulisation dans les exacerbations des maladies respiratoires chroniques. Enfin, les sprays versus les respimates, beaucoup moins d'articles. C'était surtout donc des études de non-infériorité qui avaient été réalisées et qui concluaient, d'une review en 2004, que les respimates étaient non inférieurs aux sprays dans le traitement de fond de la BPCO. Quel inhalateur pour quel patient? Toutes les recommandations, que ce soit la HS, la Société française de pneumologie, s'accordent à dire que le choix de l'inhalateur est extrêmement important pour le patient. Si on veut avoir des recommandations bien faites, il faut aller voir le guide de l'aérosol thérapie, publié en 2012. Globalement, un tableau à double entrée. Est-ce que j'ai une bonne coordination main-bouche ou est-ce que j'ai une capacité inspiratoire inférieure à 30 minutes? C'est plus facile de retenir les contre-indications. Si j'ai une mauvaise coordination main-bouche, je ne pourrais pas utiliser un spray. Donc, si j'ai un trouble moteur ou si je suis un enfant de moins de 8 ans. Si j'ai un débit inspiratoire insuffisant, je ne pourrais pas utiliser les poudres. Donc, cela englobe les patients qui ont des maladies respiratoires très sévères avec un débit inspiratoire inférieur à 38 minutes ou les enfants de moins de 6 ans. On voit ici que tous les enfants de moins de 6 ans ne peuvent ni utiliser des sprays ni utiliser des poudres. Il faut donc leur donner une chambre d'inhalation avec un spray. Dès l'âge de 6 ans, ils peuvent passer aux poudres. Ils ne peuvent pas utiliser de spray à l'âge de 6 ans car la coordination main-bouche est beaucoup plus difficile à avoir pour un enfant que la capacité inspiratoire suffisante. Prescription d'inhalateurs en Europe. C'est toujours très intéressant de savoir ce que font les voisins. Sur ce schéma, on voit que les premiers inhalateurs prescrits en Europe, ce sont les sprays, suivis des poudres. Et là, après, ils ont mis la nébulisation. Les sprays sont majoritairement prescrits pour les bronchodilatateurs de courte durée d'action, mais aussi pour les corticoïdes inhalés. On voit que dès qu'il y a des bithérapies, donc qui associent plusieurs molécules, et bien à ce moment-là, on utilisera plutôt des poudres. Enfin, sur ce schéma, on va voir la prescription des inhalateurs par pays. Tout à droite, il y a l'Angleterre, qui est le premier prescripteur de spray en Europe. 70% de ses prescriptions sont des sprays. Et à l'inverse, tout à gauche, la Suède. La Suède prescrit seulement 10% de spray. En Ile-de-France, qu'est-ce qu'on fait? Dans le traitement de fond, on voit qu'on est quand même plutôt bon. On va prescrire à 75% de la poudre ou des respimates. Par contre, pour le traitement de la crise, on voit qu'on prescrit à 95% des sprays. Vous allez me dire, comment est-ce que font les Suédois pour prescrire aussi peu de sprays? Parce qu'eux aussi, ils ont des patients asthmatiques et ils s'exacerbent. Les Suédois, dans le traitement de l'exacerbation, ils vont prescrire principalement du Bricanyl Turboiler, de la Ventoline Discus ou du Buvantol. On n'a pas la Ventoline, on n'a pas le Buvantol. Par contre, on a du Bricanyl. Donc en Suède, dans le traitement de l'exacerbation, ils ne mettent pas de spray, ils mettent des poudres. Une petite diapositive sur comment réaliser un changement d'inhalateur dans de bonnes conditions. Je laisse les recommandations, je passe vite. Ce qui est important, c'est que Thorax, en 2022, s'était posé la question de est-ce que réaliser un changement d'inhalateur, c'est bien accepté par les patients? On voit que sur 1080 patients qui avaient changé d'inhalateur, 916 l'ont gardé à 1 an. En fin de compte, il y a entre 80 et 90% des patients qui ont changé de dispositif et pour qui ça s'est bien passé. Ça, je vais passer vite. C'est une étude qui avait été publiée pour comparer la meilleure stratégie pour réduire les gaz à effet de serre. Pourquoi est-ce que souvent en pratique, c'est très compliqué de savoir quel inhalateur prescrire, pour quel patient et pour quelle indication? C'est très compliqué parce qu'en fin de compte, en France, il y a 54 spécialités différentes qui sont commercialisées. Déjà, sur ces 54 spécialités, seulement 6 sont des bronchodilatateurs de courte durée d'action. Or, on a vu que c'est majoritairement ces bronchodilatateurs de courte durée d'action qui sont prescrits sous forme de spray. Donc très rapidement, les sprays, c'est Bronchodial, Atrovan, Ventoline, Aéromir. Et les deux poudres qu'on a, c'est le Ventilastin Novolizeur et le Bricanyl Turboiler. Lors de ma présentation avec les médecins généralistes, on réalisait 2 petits cas cliniques, un sur l'asthme,
et un sur la BPCO afin d'illustrer de façon simple quoi prescrire. Le premier cas clinique est sur un patient asthmatique d'une vingtaine d'années qui présente des symptômes d'asthme un peu tous les jours et qui est indemne de tout traitement. En première intention, chez un patient asthmatique qui a des symptômes, quel traitement pouvez-vous prescrire? Donc, les recommandations de la HAS, c'est de mettre un corticoïde inhalé à posologie faible, et donc, dans les traitements en poudre, ça nous laisse tout cela. Ce qu'il faut éviter de prescrire, c'est le Flixotide-Evoiler, qu'on voit principalement prescrit chez les enfants de moins de 6 ans. On n'a pas d'autre choix avec une chambre d'inhalation. Maintenant, il y a des nouvelles recommandations qui sont sorties. On peut prescrire d'emblée une bithérapie, corticoïde faible dose et du formoterol. Je vais détailler juste après. Chez ce patient asthmatique, quel traitement à la demande ou quel traitement de secours pouvez-vous lui prescrire? La Haute Autorité de Santé dit un bronchodilatateur à la demande. Et donc, les deux poudres qu'on a, c'est le Ventilastin Novolizeur ou le Bricanyl Turbohealer. Le Ventilastin, c'est du salbutamol, donc la même molécule que la ventoline. Le Bricanyl, c'est de la terbutaline. Terbutaline, salbutamol, aucune différence clinique entre les deux. On peut vraiment les utiliser l'un comme l'autre. Il faudra éviter de prescrire la ventoline Evoiler et l'aéromir Autohealer. L'aéromir est un dispositif autodéclenché, mais qui reste un spray. Les nouvelles recommandations écrites par le GINA 2023. Le GINA, c'est le groupe d'experts qui écrit les recommandations internationales pour la prise en charge de l'asthme. Avant, on mettait un bronchodilatateur à la demande. Maintenant, on peut mettre d'emblée une bithérapie, corticoïde faible dose, formoterol. Attention, c'est uniquement s'il y a du formoterol. Le formoterol, c'est un bronchodilatateur de longue durée d'action, mais qui agit rapidement. Donc, en fin de compte, si je prends du formoterol, je vais être soulagé aussi rapidement que si je prenais de la ventoline. On peut faire cette stratégie en prenant 8 bouffées par jour maximum. Les effets indésirables, c'est le même que la ventoline. Globalement, ça va être palpitations et tremblements des mains. Les 4 spécialités qui vont avoir un corticoïde et du formoterol en France, c'est l'Innover Nixhaler, le Diorespiromax, le Symbicort Turbuhaler et le Gilitaire Easyhaler. Ce sont les 4 qu'on peut prescrire dans cette indication. On continue notre cas clinique. Donc, notre patient revient nous voir 3 mois plus tard. Malgré un traitement par corticoïde inhalé en monothérapie, il a toujours des symptômes. Donc, en seconde intention, quel traitement de fond introduisez-vous? Ici, la recommandation de la Haute Autorité de Santé dit corticoïde associé à un bronchodilatateur de longue durée d'action, un BDLA. Ça nous laisse tout ça. On retrouve nos différents dispositifs, ceux qui utilisent du formoterol, mais aussi ceux qui utilisent du salméterol et du valentérol. Les dispositifs ayant du valentérol sont les seuls dispositifs que l'on peut prescrire uniquement une fois par jour. C'est des bronchodilatateurs de très longue durée d'action. Quand on regarde les nouvelles recommandations, eh bien, en deuxième intention, on peut prescrire toujours le même dispositif, ceux qui utilisent du corticoïde faible dose et du formoterol. Ils ont mis un acronyme, le MART, on va le détailler juste après. Ce qu'il faudra éviter de prescrire, bien sûr, c'est l'Innover Evoiler et le Seretide Evoiler. On voit que le Seretide peut être sous forme Evoiler ou Discus et l'Innover peut être sous forme Evoiler ou Nexhaler. Ici, je vous ai mis les recommandations de la Société française de pneumologie qui avait été actualisée en 2021 avec le tableau que l'on connaissait bien. Palier 1, asthme à l'effort, je peux mettre un bronchodilatateur à la demande. Palier 2, je suis symptomatique un peu tous les jours, je mets un corticoïde en monothérapie à faible dose. Et si je suis toujours symptomatique, j'associe avec un BDLA, puis j'augmente progressivement la dose de corticoïde. Tout ça a changé. Le GINA 2023 nous dit que on peut mettre un corticoïde et du formoterol à la demande. C'est ça que veut dire l'acronyme R-Only. C'est Anti-Inflammatory Reliever Only. Ça veut dire que le patient ne prend son traitement que à la demande. Quand il se sent gêné, il prend une bouffée. Quand il n'est pas gêné, il arrête. Si jamais on a des patients qui sont plus symptomatiques, à ce moment-là, on va faire le protocole MART. C'est Maintenance and Reliever Therapy. Ça veut dire que le patient va prendre son traitement tous les jours, matin et soir, mais qu'en cas de gêne, il va pouvoir prendre en plus des bouffées supplémentaires. Donc ici, il y a quand même un peu une petite révolution. Avant, on avait un traitement de secours, un traitement de fond. Maintenant, on a un unique dispositif qui permet de faire tout ça. C'est un dispositif qui fait le traitement de fond et le traitement de secours. En plus de ça, autre révolution, c'est le patient qui va s'autogérer en fonction de ses symptômes. Si ce sont très symptomatiques, il va prendre plus de bouffées. Si ce sont moins symptomatiques, eh bien à ce moment-là, il peut réduire le nombre de bouffées qu'il prend par jour. Les recommandations du GINA 2023 sont applicables pour les enfants dès l'âge de 6 ans. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce que les études montraient des bénéfices cliniques importants chez les patients asthmatiques.
Donc, pour les patients de palier 1 à 2, les fameux asthmes à l'effort ou aux expositions d'allergènes, le fait de prendre le formoterol à la demande permettait de réduire de 65% les exacerbations, consultations et hospitalisations chez les patients qui étaient traités par des bronchodilatateurs en monothérapie et réduire de 37% les exacerbations chez les patients qui étaient traités par corticothérapie inhalée en monothérapie. Chez les patients qui étaient plus symptomatiques, donc qui étaient de palier 3 à 5, le fait que le patient puisse autogérer son traitement, traitement de fond et traitement à la demande, permettait de réduire de 20% les exacerbations. Enfin, une autre étude a mis en évidence que appliquer les nouvelles recommandations permettrait de réduire de 42% les émissions de CO2 en France. Si les patients sont mieux équilibrés, ils utilisent moins de bronchodilatateurs de courte durée d'action. Or, c'est eux qui polluent le plus. Je vous remets ici les 4 dispositifs que l'on peut prescrire. Petite slide rapide, on suit un patient asthmatique avec le score ACT. C'est indispensable pour savoir si on doit majorer ou à l'inverse diminuer le traitement. Cas clinique numéro 2 sur la BPCO. Ici, on a un patient d'une cinquantaine d'années qui a été diagnostiqué d'une BPCO par son pneumologue il y a quelques mois. À l'époque, il ne présentait pas de symptômes et son pneumologue lui avait dit de reconsulter son médecin généraliste si un essoufflement venait à apparaître. Le patient se sent actuellement essoufflé à l'effort quand il se compare avec des amis de son âge. Il ne décrit pas d'épisode d'exacerbation et ça, c'est très important, j'insiste. En première intention, quel traitement de fond lui prescrivez-vous? Les recommandations de la Haute Autorité de Santé sont claires. On lui met un bronchodilatateur de longue durée d'action de type bêta-2 agoniste. On retrouve ici les respimates. Le grand avantage des respimates, c'est qu'ils peuvent être utilisés chez les patients ayant une capacité inspiratoire très faible. En effet, les molécules du médicament sont projetées dans les voies aériennes supérieures via un ressort. La différence avec les sprays, c'est que le spray, c'est un gaz et le respimate, c'est un ressort. Le médicament qu'il faudra éviter de prescrire, c'est le Cerevant Evoiler ou le Formorair Evoiler. Chez ce patient d'une cinquantaine d'années BPCO, quel traitement à la demande lui prescrivez-vous? On est d'accord que j'ai dit juste au-dessus qu'il ne s'exacerbait pas, mais on ne sait jamais. Au cas où, on pourrait lui prescrire un bronchodilatateur à la demande, et ce serait plutôt le Ventilastin et le Bricanide. On évitera l'aéromir, le bronchodival, l'atrovent et la ventoline. Le patient revient vous voir 3 mois plus tard, et malgré votre traitement par bronchodilatateur de type bêta-2 en monothérapie, se plaint toujours d'être essoufflé. Mais il n'a toujours pas d'épisode d'exacerbation. Ici, les recommandations sont claires. On va pouvoir prescrire une bithérapie associant 2 BDLA, un bêta-2 agoniste et un anticholinergique. Dans ce tableau, je vous ai remis les recommandations de la prise en charge de la BPCO et on va voir pourquoi c'est si important de bien faire la différence entre la dyspnée et l'exacerbation. Pour que les choses soient claires, dans la BPCO, on va traiter un symptôme. Soit ce symptôme, c'est de la dyspnée, de l'essoufflement, soit ce symptôme, c'est de l'exacerbation. L'exacerbation, ça traduit une inflammation dans les bronches. On est un peu impatient, asthmatique-like. Si mon symptôme, c'est uniquement de la dyspnée, alors à ce moment-là, je peux mettre en monothérapie un bronchodilatateur de longue durée d'action. Si malgré mon bronchodilatateur, je suis toujours dyspnéique, je peux mettre une bithérapie associant 2 bronchodilatateurs de longue durée d'action. Si j'ai un patient qui s'exacerbe, ça veut dire qu'il a plus de 3 épisodes d'exacerbation par an. À ce moment-là, je peux mettre un corticoïde inhalé avec un BDLA. Le but, c'est de venir réduire l'inflammation bronchique, de réduire les exacerbations. Parfois, je peux avoir un cas un peu entre les deux. Il est dyspnéique, il s'exacerbe, mais c'est moins de 2 épisodes par an. À ce moment-là, je vais plutôt mettre un anticholinergique. Pourquoi un anticholinergique? Car l'anticholinergique a lui aussi une action anti-inflammatoire, mais qui est moins importante que le corticoïde. Pourquoi c'est important de faire la différence entre la dyspnée et l'exacerbation? Parce que si on met un corticoïde inhalé à un patient BPCO, il a 2 fois plus de chances de faire une pneumopathie. Donc ce serait quand même vraiment dommage de donner un corticoïde à un patient qui n'en a pas besoin. Il n'y aura pas de bénéfice clinique. Par contre, il aura un risque de pneumopathie augmenté de 50%. Petite slide rapide, je vous ai mis ici les différents dispositifs que l'on pouvait prescrire dans la BPCO. Ils n'y sont pas tous, mais je les ai triés par gamme. Voilà, Breezhaler, Ellipta, Respimat. Les messages clés. Dans le traitement de la crise, on est très mauvais. On prescrit à 95% des sprays. Pour réduire l'utilisation des sprays, il faut prescrire plus de poudre. Donc, soit on va remplacer notre bronchodilatateur de courte durée d'action par
du ventilastin ou du Bricanil, soit on va venir améliorer le traitement de fond en prescrivant d'emblée une bithérapie associant du formoterol. On évite de prescrire de la ventoline et de l'aérobia. Enfin, si le patient a vraiment besoin de prendre un spray, eh bien, à la place, on prescrira plutôt un Respimat qui, comme je l'ai déjà dit, utilise un ressort et pas les fameux HFA. Merci beaucoup d'avoir écouté ma présentation jusqu'au bout. Elle est en open source, alors vraiment, n'hésitez pas à la partager et à la montrer autour de vous.